El interés de esta segunda parte de la presentación de Jean-Michel Vive es que logra articular ritmo, timbre y la langue. Esta articulación no es algo sencillo de ubicar y de establecer. Hablar con cierto ritmo es una manifestación de la langue, suma de todos los equívocos. Y la langue es la manera como el lenguaje nos afectó corporalmente hasta la dicción. Dicción, adicción, hasta la adicción, por medio del cual emerge. Simultáneamente no se puede extraer el timbre de la voz, es decir, no se puede extraer el timbre de la voz. Y es interesante saber que algunos niños denominados autistas están atrapados justamente entre la voz y el lenguaje, entre el ritmo y el timbre de la langue. La práctica de Jean-Michel con niños autistas da testimonio de ello. Desde hace bastante tiempo ya, marqué el parteaguas en la enseñanza de Lacan a partir del seminario de Encore, Encore en cuerpo. Y la pregunta que surge de manera natural es, ¿por qué es tan importante esta última enseñanza de Lacan? Y sencillamente porque vuelve a la lengua, a la langue, con mucho más énfasis, sin pretender, al decir esto, minimizar la importancia de los signos, de la semiótica, es decir, los aportes que conmovieron a Lacan en su enseñanza de Félix Guattari. Para esto, ver la presentación de Eduardo Kohn, llamado Pensando y hablando con los bosques, que fue grabado más o menos hace 7 meses. Importa también este parteaguas en su enseñanza porque pone de una manera mucho más sabida, digamos, con una práctica mayor, la cuestión de la musicalidad, del ritmo, de los equívocos, hablando de equívocos, de los neologismos y de los lapsus, de la poesía. Y dicho muy claramente cuando dice, no soy suficientemente poète, jugando con este neologismo de poète, que alude a poeta, no soy suficientemente poeta. También hay una presentación con una de nuestras invitadas que se llama Problematizando con Esther Tellerman, que habla de esto. Todos estos equívocos, neologismos, lapsus, etcétera, son manifestaciones del inconsciente. Por eso importan. Y su manera muy singular de operar a través de la emergencia, de emerger, y a descifrar, porque al inconsciente, como lo sabemos, se descifra. Y esto es fundamental, y si bien, y lo digo y lo subrayo, porque últimamente he estado leyendo mucha literatura sobre descripciones de contextos políticos sociales que envuelven alguna de estas manifestaciones, pero no queda claro la manera como se articula con el inconsciente. En relación a la cuestión de la subjetivación entre lo social y un inconsciente, en particular ver
la presentación de subjetivación, llamado así subjetivación. Últimamente, y no tan últimamente, ya tiene algunos años, cada vez está más puesto en primer plano estas descripciones detalladas de eventos sociales, políticos sociales, con efectos sugestivos, que obviamente tienen efectos, obviamente mueven y producen cosas, pero el inconsciente se diluye ahí, hasta se podría decir que desaparece, y eso es una preocupación que me interpela. No todos los eventos nos interpelan a todos de la misma manera, aunque vivamos en una misma sociedad, o en una misma casa, o en una misma familia. Entonces no es suficiente con nada más describir el manejo tendencioso, político-social de un evento. Donc, maintenant que vous savez ce que j'entends par timbre, ahora que entienden lo que yo hablo, qué digo cuando uso esa palabra timbre, vous comprenez lorsque je vous dis que le bébé, dès sa naissance, est capable de reconnaître le timbre de sa mère. Ahora entienden mejor lo que quiero decir cuando el niño, desde su nacimiento, es capaz de reconocer el timbre de su madre. C'est-à-dire que si on fait écouter non pas la parole d'une mère, mais une mère en train de faire un... Entonces, si uno hace escuchar al bebé, no una madre hablando, sino una madre haciendo sonidos de voz, voilà. Donc, en dehors de toute parole, fuera de todo lenguaje, de toda palabra, l'enfant est capable d'identifier la voix de sa mère. El niño es capaz de identificar la voz de su madre. Donc en fait, il y a une orientation, il y a un tropisme très fort. Hay un tropismo, hay una orientación muy fuerte pour cette voix maternelle. Hacia esa voz materna. Or, une voix, nous dit Lacan, à partir de Freud. Una voz, a partir de Freud, dice Lacan. Une voix, ça s'incorpore. Una voz se incorpora. Voilà. Alors, je ne vais pas développer ça parce que ça serait un peu compliqué, ou alors on pourra le faire dans les questions si vous voulez. Esto no pienso desarrollarlo ahora porque es un poco complicado, a menos que salga alguna pregunta específica al rato. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est un malentendu qui nous fait nous aliéner au langage. Pero les voy a explicar ahora por qué eso es un malentendido que hace que estamos alienados al lenguaje. Pásamelo un poquito aquí, no. Muchas gracias. En fait, j'utilise pour expliquer cela Utilizo para explicar esto une petite métaphore una pequeña metáfora liée à la pêche. ligada a la pesca. Donc, vous allez imaginer Van a imaginar la situation suivante. la situación siguiente. Un hameçon. Un anzuelo. Gracias. Un anzuelo. Voilà. Un hameçon Un anzuelo sur lequel on aurait glissé un appât. donde, digamos, insertamos una mosca, ¿no? Un gusano. Voilà, c'est ça, un petit verre. Un Un lapin. gusano. Un gusano. Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasa? Le poisson, El pez, attiré par l'appât, atraído por el gusano, va prendre l'appât et mordre l'hameçon. va a tomar el gusano y morder el anzuelo. Bien, pour moi, le rapport à l'aliénation au langage est exactement le même. Para mí, la alienación al lenguaje funciona de la misma manera. C'est-à-dire que, attiré par le timbre, Es decir, atraído por el timbre, l'enfant va incorporer la voix, comme le dit Lacan, el niño va a incorporar la voz, como lo dice Lacan, mais la voix n'est pas détachable de la question du langage. pero la voz no se puede separar
de la cuestión del lenguaje. Et donc, en gros, en incorporant la voix, Entonces, incorporando la voz, il mord à l'hameçon du langage. muerde al anzuelo del lenguaje. Et là, c'est foutu. Y ahí ya perdimos. Quelle est la stratégie de l'enfant autiste? ¿Cuál es la estrategia del niño autista? Eh bien, il vient, comme le font certains poissons, Va, como lo hacen algunos peces, sucer l'appât chupar el gusano sans mordre à l'hameçon. sin morder el anzuelo. Donc, il continue effectivement à jouir de la voix comme objet, Entonces, sí sigue gozando de la voz como objeto sans pour autant s'aliéner au langage. sin alienarse al lenguaje. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui me passionne, bien sûr. Esto me apasiona, por Mais supuesto, de su clínica. voilà. Mais je vais pas continuer là-dessus. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a, à partir de cette question de la voix, Pero es para mostrarle que a partir de esta cuestión de la voz, des points de psychopathologie clinique hay puntos de psicopatología clínica très précis muy precisos qui peuvent s'éclairer de façon extrêmement importante. que pueden esclarecerse de manera muy importante. Alors, je vais continuer sur la question du point sourd, à moins que tu me dises que c'est qu'il faut arrêter. Non, écoute, il est midi, on a encore toute une heure, donc D'accord. moi je dis qu'on continue. Ok, pas de problème. Va a seguir, me estaba preguntando si seguíamos sobre esta idea del punto sordo, y yo le digo que sí, nos queda una hora perfectamente. D'accord. Donc, vous voyez, c'est bien sur le modèle du point aveugle que j'ai construit le point sourd. Entonces, bajo el mismo modelo del punto ciego que he construido esta idea del punto sordo, Mais vous avez compris qu'il y avait une différence extrêmement forte puisqu'il n'y avait pas de possibilité de s'appuyer sur un sphincter. pero entendieron bien que hay una gran diferencia, que es la idea que no hay manera de apuntalarse en un esfínter, Voilà. el punto sordo. À partir de là, A partir de ahí, quelle a été pour moi la généalogie de la construction de cette idée de point sourd? ¿cuál ha sido para mí la genealogía de esta idea de punto sordo? Alors, quand j'étais jeune, il y a bien longtemps maintenant, Cuando era joven, hace ya mucho tiempo, je travaillais dans l'hôpital psychiatrique avec des patients psychotiques trabajaba en el hospital psiquiátrico con pacientes psicóticos et des patients qui étaient hallucinés. y pacientes que estaban alucinando, Et- alucinados. Et donc, souvent, ce que je pouvais constater, De lo que yo me daba cuenta c'est que les patients psychotiques hallucinés se promenaient avec un transistor collé à l'oreille. Lo que me daba cuenta es que los pacientes que estaban alucinando se paseaban muchas veces con una radio en la oreja. Et lorsque on s'adressait à eux, Y cuando uno les hablaba, ils nous disaient que oui, effectivement, le fait d'avoir des voix qui sortaient du transistor, y uno les preguntaba y contaban entonces que sí, el hecho de tener voces que salían del radio ça permettait effectivement de ne pas être envahi de ces voix qui pouvaient jaillir de n'importe où. les permitían no dejarse invadir por todas las otras voces que los rodeaban y que podían surgir de cualquier parte. Voilà. Donc en gros, c'était une façon de venir localiser la voix. Era una manera de poder localizar la voz para ellos. Alors ça a été pour moi une expérience clinique extrêmement intéressante. Y eso fue para mí una experiencia clínica muy interesante. C'est-à-dire comment les patients pouvaient trouver des stratégies Es decir, cómo los pacientes podían encontrar estrategias pour pouvoir tenir à distance ces voix. para poder mantener a distancia esas voces. Dans le même champ, lorsque j'étais psychologue dans cet hôpital psychiatrique, En el mismo campo, cuando yo ya era psicólogo en ese hospital psiquiátrico, ce dont témoignaient les patients, c'est que quand ils étaient en entretien avec moi, lo que testimoniaban los pacientes cuando estaban en una entrevista conmigo, ils n'étaient plus hallucinés. no alucinaban. Donc la question c'était comment se fait-il que dans le cadre de la relation transférentielle, La pregunta era cómo era posible que en el marco, en el encuadre de la relación transferencial, je veux dire, ces voix venaient effectivement à disparaître. esas voces venían a desaparecer. J'y répondrai tout à l'heure. Lo voy a contestar más adelante. Deuxième chose, Segunda cosa, c'est la rencontre avec un ouvrage d'un auteur allemand du 19e siècle es mi encuentro con un autor alemán del siglo XIX qui s'appelle Georges Büchner que se llama Georges Büchner
et qui a écrit un petit roman y que escribió una pequeña novela qui s'appelle Lens. que se llama Lens. Lens. L-E-N-Z. Ah, L-E-N-Z, Lens. En fait, Lens parle d'un personnage qui a réellement existé, qui était un Habla de ami un personaje que realmente existió, que era un amigo de Goethe. de Goethe. Et en fait, il raconte en fait l'entrée dans la psychose de cette personne. Y en esta novela relata la entrada en la psicosis de este hombre. Donc si vous vous intéressez à la psychose et l'entrée à la psychose, je vous engage vraiment à lire cet ouvrage. Si les interesa la psicosis y la entrada en la psicosis, les recomiendo altamente esa novela Lens Alors, de George Büchner. voilà. Alors, à un moment, Lens dit la chose suivante. En un momento, Lens, el personaje, dice lo siguiente. Est-ce que vous n'entendez pas tout autour de nous ¿No escuchan alrededor de todos nosotros ces hurlements estos gritos qu'on appelle d'habitude le silence? que llamamos habitualmente el silencio? Et là, pour moi, ça a été une espèce de, comment dirais-je, d'éclair. Y ahí para mí fue una especie de relámpago. C'est-à-dire que tout d'un coup, je voyais illustrer Es que ahí de pronto veía ilustrado l'idée que là où nous entendons du silence, la idea en que donde nosotros escuchamos silencio, les psychotiques, eux, entendent et continuent à entendre le bruissement du réel. la idea que los psicóticos siguen escuchando los pequeños ruidos del real. Alors pas seulement les petits, mais aussi les hurlements. No solamente, me está corrigiendo, no solamente los pequeños ruidos, sino también los gritos. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien les cris dont parle Lens et Son los gritos del que habla Lenz en la novela. Et les patients psychotiques, je veux dire, ils sont envahis non pas par des petits bruits, mais souvent par des hurlements. Y los pacientes psicóticos no están invadidos por pequeños ruidos, sino por gritos, estruendos. Voilà. Juste un petit... Je sais que vous aimez le théâtre, ça me rappelle, j'ai l'image d'un seul coup de Mère Courage de Bertolt Brecht, où il y a un cri muet de l'actrice qui fait Mère Courage. Non, ça me fait penser à ça. Bon. Mais je vais... On va venir. Nada más le hago el comentario y va a llegar a eso, que me recordó un momento teatral en una puesta en escena de Madre Coraje de Brecht, donde la puesta en escena, digamos, una foto que yo tengo en la mirada, en la cabeza, que es el personaje, no me acuerdo cómo se llama, Helen, je sais pas quoi, qui pousse un cri sans qu'il n'y ait de voix, c'est ça que... Donc elle est está en una actitud de grito, pero sin que... Ben ça c'est exactement la voix au sens où Lacan la définit. Esa es exactamente la voz entendida como Lacan lo entiende, digamos. C'est-à-dire que Lacan, lorsqu'il nous parle de la voix comme objet petit a, cuando Lacan nos habla de la voz como objeto pequeño a, il dit que l'objet petit a, il est caractérisé par sa dimension de continu. Dice que este objeto pequeño a, la voz, tiene como característica un continuo. Et il va utiliser en fait l'image du célèbre tableau de Edvard Munch, Le Cri. Il va utilizar el célebre cuadro de Munch, El Grito, que es parecido a la imagen. Exactement. C'est-à-dire cette bouche ouverte pour l'éternité. Es esta boca abierta para la eternidad. Qui pousse un cri inaudible. Que grita, que arroja un grito inaudible. Mais qui pour autant ne connaîtra jamais de fin. Pero que además no conocerá ningún fin. Ese grito no se va a acabar nunca. C'est exactement ce que tu décrivais avec Mère Courage. Donc le deuxième point c'était ça, c'était l'idée que là où nous sommes assourdis, entonces el segundo punto era eso, donde nosotros nos vemos ensordecidos à la voix de l'autre, a la voz del otro, le psychotique lui serait toujours en rapport avec cette voix non perdue. El psicótico siempre se verá en relación con esa voz que no puede perder. Et le troisième point, y el tercer punto, c'est en rapport avec les stratégies
et les dispositifs que l'on peut mettre en place y tiene que ver con las estrategias y los dispositivos que podemos implementar pour traiter ce rapport à la voix chez les patients para tratar esa relación a la voz en los pacientes qui souffrent d'en être envahis. que sufren de vivir invadidos por esas voces. Alors, essentiellement donc du côté de la psychose ou de l'autisme. Entonces, esencialmente del lado de lo psicótico y del autismo. Alors, j'ai depuis l'enfance une passion pour la mythologie grecque. Tiene una pasión desde muy chico por la mitología griega. Et donc, bien sûr, une des représentations les plus intéressantes de cette question de la voix, vous Y connaissez esta, tous, digamos, una de las representaciones más conocidas de la representación de la voz, lo conocen todos, c'est la question de la voix des sirènes. es la pregunta de la voz de las sirenas, no sé si se recuerdan el episodio de... Alors, donc, vous connaissez tous l'épisode d'Ulysse que... Conocen todos el episodio de Ulises ya de vuelta de la guerra de Troya, ¿no? Exactement, donc le retour chez lui, Regresando a su casa, il sait par Circé qu'il doit rencontrer les sirènes. sabe por Circe que debe encontrarse con las sirenas. Et vous savez que pour pouvoir affronter le chant des sirènes, Y ustedes la saben voix, que para poder enfrentarse con el canto de las sirenas, Circé va lui dire en fait qu'il faut qu'il bouche les oreilles de ses compagnons, Circe le dice que tiene que tapar los oídos de todos sus compañeros del barco et lui, il devra se faire attacher au mât. y él tendrá que atarse al mástil. Pourquoi il doit se faire attacher au mât? ¿Por qué lo tienen que atar? Eh bien, la tradition dit que tous ceux qui vont entendre la voix des sirènes La idea es la siguiente, todos por eso lo atan, porque todos los que van a poder escuchar la voz de las sirenas va effectivement désirer se jeter à l'eau pour aller les retrouver. va a desear arrojarse al agua para encontrarse con ellas. Et une fois que le marin sera sur l'île où sont les sirènes, Y una vez que el hombre se encuentre ahí en la isla de las sirenas, eh bien, en fait, il sera dévoré par elles. lo van a devorar. Voilà. Ese es el mito. Je me suis longtemps interrogé sur la qualité de la voix des sirènes qui permettent un tel désir. Durante mucho tiempo me he preguntado sobre la cualidad de la voz de las sirenas que permiten un deseo de arrojarse al agua. J'ai longtemps pensé que la voix devait être extrêmement belle, extrêmement agréable. Mucho tiempo pensé que la voz debía ser hermosa, muy agradable. Et en fait, en allant lire le texte en grec ancien, Y cuando llegué a leer el texto en griego antiguo, je me suis aperçu en fait que le terme que Homère utilisait pour définir la voix des sirènes me di cuenta que el término que usa Homero para definir la voz de las sirenas n'était pas quelque chose qui renvoyait à l'agréable, au plaisir, no era algo que nos llevara a pensar algo agradable o algo placentero, mais en fait quelque chose qui renvoie au cri et à l'inarticulé. pero sino más bien algo que nos lleva a pensar el grito y lo inarticulado. C'est-à-dire que le terme grec ancien qu'utilise Homère est le terme phtogos. El término que usa Homero en griego antiguo es phtogos. Et phtogos, ça veut dire quelque chose qui renvoie au cri. Y phtogos es algo que nos hace pensar en el grito. D'ailleurs, c'est le même terme que Homère utilise lorsqu'il parle du grognement du cyclope. Es el mismo término que usa Homero para hablar del rugido, no es rugido exactamente, pero del cíclope. Voilà. Donc vous voyez, le grognement du cyclope et la voix des sirènes, O sea, hace un paralelo entre el rugido del cíclope y la voz de las sirenas. on n'est pas du côté de quelque chose qui relève du plaisir. No estamos de un lado que nos haga pensar en algo placentero. On est quelque chose du côté de la tension. Estamos más bien del lado de algo tenso. Et là, effectivement, on est du côté de ce que Lacan va nommer la jouissance. Y estamos entonces del lado de lo que Lacan llama el goce. Alors, qu'est-ce que c'est que ces voix de sirènes qui crient? ¿Qué son esas voces de sirenas que gritan? Eh bien, la voix des sirènes, elles crient et elles disent
aux marins qui passent près d'elle, Las voces de las sirenas que gritan dicen al marino que pasa por ahí: viens à nous, à toi le savoir absolu. ven con nosotras y para ti el saber absoluto. C'est-à-dire que ce que proposent les sirènes, c'est pas une jouissance momentanée, Lo que proponen las sirenas no es un goce momentáneo, mais c'est une jouissance totale, donc qui conduit à la mort. pero un goce total que lleva a la muerte. Quelques années... Ouais, c'est ce que en su libro dice, c'est ce que tu dis, non, la voix sans loi, ¿no? Exactement. En relation avec el goce mortífero, ¿no? Tout à fait. Es una frase del libro de Jean-Michel donde dice: la voz sin ley cae en el goce mortífero y la ley sin la voz es letra muerta. Quelques années auparavant, dans le temps mythologique, Algunos años antes, en el tiempo mitológico, il y a eu une autre expérience de la rencontre avec les sirènes. hay otra experiencia del encuentro con las sirenas. Et Hay otro relato. c'est ce que nous raconte Apollonios de Rhodes Es lo que nos cuenta Apolonios de Rhodes dans son ouvrage qui s'appelle Les Argonautiques. en su obra que se llama Los Argonautas. C'est-à-dire le moment où les Argonautes, sous la conduite de Jason, Es el momento donde los argonautas, bajo el mando de Jasón, vont conquérir la Toison d'Or. van a conquistar la Toison d'Or. ¿Cómo on dit ça en la mitología? No sé. Tele de oro. Pero bueno, Télé de oro, non? Ça c'est en portugais. telo de oro. Ouais. C'est pas grave. Ça sera un petit banc dans la traduction. Exactement. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu, donc bravo. À chercher. Donc, Jason sait que pour aller rencontrer la Toison d'Or, Jasón, que está en busca de eso que no podemos traducir. c'est qu'il va passer près... El vellocino de oro. ¿El qué? Vellocino. Vellocino. Ok, merci. Il est spécialiste de la mythologie grecque. Muchas gracias. Voilà. Entonces Jasón, en busca del vellocino de oro, Voilà. C'est qu'il va passer près du rocher des sirènes. sabe que va a pasar cerca de la roca de las sirenas. Et en fait, Jason va utiliser une autre stratégie, Y Jasón va a usar otra estrategia, une stratégie beaucoup plus intéressante, una estrategia mucho más interesante, bien plus clinique mucho más clínica que la proposition faite par Homère. que la propuesta hecha por Homero con Ulises. Parce que Ulysse, qu'est-ce qu'il fait en fait? Que Ulises, ¿qué hace en el fondo? En fait, il se fait attacher au mât, Se hace atar al mástil et en gros, c'est une camisole de force. y en el fondo es una camisola de fuerza, es, Voilà. Voilà. C'est quelque chose en fait qui le retient, es algo que lo contiene, lo retiene, mais à aucun moment on pourrait dire qu'il y a une position subjective. pero en ningún momento hay una posición subjetiva, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix, no hay una elección. si ce n'est celui d'écouter les voix sans en mourir. Solo la única elección, digamos, es poder escuchar las voces sin morir. Jason fait lui une autre hypothèse. Jasón hace otra hipótesis, Il propose à Orphée propone a Orfeo de les accompagner. de acompañarlos. Donc vous savez qu'Orphée c'est le dieu de la musique. Ustedes saben que Orfeo es el dios de la Enfin, música, le dieu de la musique réellement, puisqu'elle est spécialiste, je ne voudrais pas dire de bêtises. Le dieu de la musique c'est Apollon. bueno, no precisamente porque el dios de la música es Apolo, pero Orfeo Orphée, c'est celui qui a ce don lorsqu'il se met à chanter tiene un don que cuando se pone a cantar Orfeo, de pouvoir effectivement provoquer des événements extraordinaires. provoca eventos extraordinarios cuando canta Orfeo. Voilà. Les rochers se mettent à pleurer, Las rocas se ponen a llorar, les animaux sauvages deviennent doux, los animales salvajes se vuelven dulces y tiernos. et il réussit même à ployer le dieu des enfers pour récupérer Eurydice. Incluso logra doblegar al dios de los infiernos para recuperar a Eurídice. Et en fait, l'hypothèse extrêmement intéressante que fait Jason, Entonces la hipótesis muy interesante que hace Jasón c'est il se dit, au moment où on va passer près du rocher des sirènes,
propone que en el momento en que pasen cerca de la roca de las sirenas, il va proposer à Orphée de chanter, va a proponer a Orfeo de cantar, et il fait l'hypothèse que les marins vont préférer le chant d'Orphée a la voix des sirènes. y hace la propuesta, el riesgo siguiente de que los marinos que están ahí van a preferir el canto de Orfeo al canto de las sirenas. Et là vous voyez, en fait Apollonios de Rhodes se fait d'une Apollonios de Rhodes, el que escribió Los Argonautas, se fait d'une précision clinique extrêmement intéressante. Nos muestra con precisión clínica muy interesante. Parce qu'il parle du chant d'Orphée qu'il oppose à la voix des sirènes. Porque habla del canto de Orfeo y lo opone a la voz de las sirenas. Donc il fait bien la différence entre le chant et la voix. Entonces hace la diferencia entre el canto y la voz. La voix, pardon. La voix, il la situe du côté des sirènes. La voz la sitúa del lado de las sirenas. Donc c'est cette dimension réelle. A esta dimensión del real. Et le chant, il le situe du côté d'Orphée. Y el canto lo sitúa del lado de Orfeo. C'est-à-dire le chant en tant que mélange. Es decir, el canto en cuanto mezcla de voix et de paroles. De voz y de palabra. C'est-à-dire comment le symbolique vient, el simbólico vient effectivement s'emparer de la voix, se apodera de la voz et la traiter d'une certaine manière. Y la trata, le da un tratamiento particular. Voilà. Donc l'hypothèse de Jason, c'est que les marins, ils vont s'aggrimer, mais subjectivement, entonces, au chant. La hipótesis de Jason es que los marinos se van a agarrar, se van a aferrar a esa voz, au chant, al canto de Orfeo, de manera subjetiva. Ouais, pour s'assourdir à la voix des sirènes. Para ensordecerse de la voz de las sirenas. Bon, ça c'est génial. C'est la même chose. Es el mismo aquí hacen recuerdo de la radio y de los pacientes psicóticos en el hospital psiquiátrico. On pourrait dire qu'en fait Jason est le saint patron des musicothérapeutes. Podríamos decir entonces que Jason es el santo patrono de los musicoterapeutas. Puisqu'effectivement il fait l'hypothèse que quelque chose de la musique Porque formula la hipótesis que algo de la música peut effectivement pacifier le rapport à la voix. Puede pacificar la relación que se establece con la voz. C'est ce que je dis dans le livre. Es lo que digo en el libro. Que la musique est un piège à voix. Lo digo así, la música es una trampa a voz. Voilà, un piège à voix. Una trampa a voz. Alors, trampa de voz. Je ne sais pas comment c'est traduit. Je me souviens plus. Voilà. En fait, qu'est-ce qui va se passer? ¿Qué va a pasar? Eh bien, lorsque les marins vont arriver près du rocher des sirènes, cuando los marinos se van a acercar a la roca de las sirenas, Jason va demander à Orphée de chanter. Jason le pide a Orfeo de cantar. Et de fait, effectivement, les marins y de hecho, los marinos vont choisir de s'aliéner au chant d'Orphée. Van a elegir alienarse al canto de Orfeo pour effectivement pouvoir s'assourdir à la voix des sirènes. Para ensordecerse de la voz de las sirenas. Tous les marins sauf un. Todos los marineros salvo uno. Puisque la mythologie grecque est toujours très cohérente, très précise. La mitología griega, recuerden, siempre es muy coherente y muy precisa. Il y a un marin qui s'appelle Boutès. Hay un marinero que se llama Boutès. Qui lui va choisir de plonger pour aller rejoindre les sirènes. Que va a elegir echarse al agua y ir a la isla de las sirenas. En gros, on pourrait dire que Boutès, c'est le psychotique du groupe. Podríamos decir que Boutès es el psicótico del grupo. C'est-à-dire c'est celui qui est en contact depuis toujours avec cette voix primordiale. Es el que siempre en contacto desde siempre con esa voz primordial. Lorsqu'il la rencontre dans le réel. Cuando se encuentra con ella en el real. Est incapable effectivement de pouvoir y résister. Es incapaz de resistirle.
Donc le névrosé qui lui a réussi à constituer ce point sourd, el neurótico que logró constituir ese punto sordo, lui peut effectivement prendre appui sur les dispositifs mis puede en place apuntalarse en los dispositivos puestos, digamos, ahí, pour pouvoir effectivement ne pas avoir à être envahi par cette voix. para poder evitar ser invadido por esa voz primordial. Mais pour autant, vous savez très bien que même en tant que névrosé, Pero ustedes saben muy bien que a pesar de lo neurótico, nous pouvons être, comment dirais-je, persécutés par la voix. podemos ser perseguidos por la voz como neuróticos. C'est ce que Freud, dans son texte, pour introduire le narcissisme, Es lo que Freud menciona en Introducción al Narcisismo. il a cette intuition déjà du surmoi. Tiene esta intuición ya del super-yo. Il dit en fait, Dice il existe une instance intrapsychique Dice Freud en Introducción al Narcisismo que existe una instancia intrapsíquica qui ne nomme pas encore surmoi, bien sûr, à cette époque-là, que no nombra en esta época del texto como super-yo, qui est toujours en train d'observer et de commenter les actes du que sujet. siempre está observando y comentando los actos del sujeto. Et il rapproche ça justement de la psychose hallucinatoire. Y acerca esto a la psicosis alucinatoria. Alors ça, c'est un élément absolument passionnant, Es un elemento absolutamente apasionante, puisque Freud, dès cette époque-là, ya que Freud desde esa época indique la dimension psychotisante du surmoi. indica la dimensión psicotizante del super-yo. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes taraudés par des voix, Es decir, que nosotros también estamos invadidos por voces, mais si ce n'est que ce sont des voix dont nous repérons qu'elles font partie de nous. pero nos damos cuenta que esas voces que nos pueden perseguir hacen parte de nosotros mismos, Ce que ne réussit pas à faire le psychotique. lo que no logra hacer el psicótico. Voilà. Donc on pourrait dire que cette constitution du surmoi, c'est aussi quelque chose qui est articulé à la question du point sourd. Esta, digamos, pregunta por el super-yo se articula con la idea del punto sordo que está planteando Jean-Michel. Voilà. Ouais. Je peux continuer. Hein, si Ah, tu je veux. sais bien, tu peux continuer lui aussi. Donc, mais peut-être qu'il y a des questions. Estoy aplaudiendo en francés y en español. Ah ouais, la traduction était parfaite. Merci infiniment. Oui. Alors, on a encore une demi-heure. Tenemos media hora si quieren hacer un comentario desde allá, si quieren alguna pregunta. Yo tengo Y algunos. si no, abrimos Y a mí se me hace otro. va a ir de A las ver, dos, je traduis. Alors, on entend parfois, Escuchamos a veces en los sueños, il y a quelques exemples comme ça, où, hay algunos ejemplos así, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est bien le regard qui est en jeu. pero la mayoría de las veces es la mirada la que está en juego. En Mais los parce que sueños. je crois que c'est le principe même de la mise en scène du rêve Yo creo que es parte del principio mismo de la puesta en escena del sueño, qui effectivement va favoriser de manière extrêmement forte que va a cette favorecer dimension. de manera muy fuerte la dimensión de la mirada. Ouais. Je veux dire que la mise en représentation, La puesta en representación, qui est un des moments essentiels du rêve, la figuration, nous dit la Freud, figurabilidad, nos dice Freud, ¿no? ben ça, El momento del sueño. ça renvoie directement à la question du regard et pour moi à la question de la voix. Y nos lleva a la cuestión de la mirada, no tanto de la voz. Et d'ailleurs, parfois, quand les patients nous parlent d'un rêve où il y a un cri, Y pensemos algunos pacientes que nos relatan un sueño donde hay un grito, eh bien, la plupart du temps, le cri, c'est ça, le cri est représenté par une bouche ouverte, Generalmente en el sueño el grito será representado por una boca abierta, comme effectivement le cri de Munch. comme el grito de Munch. Et ils peuvent nous dire, mais je n'entendais pas le cri, mais je le voyais. Podrían decir, por ejemplo, no escuchaba el grito, pero lo veía, ¿no? En un sueño.
o despertar, o se réveiller, Oui. Pas entendre le cri et puis d'un seul coup se réveiller. Quiero J'ai une question. retomar la cuestión del ritmo. Ah, Deux. du rythme. Elle veut reprendre la problématique du rythme. Me parece importante porque creo que es un aporte tuyo. Donc elle pense que c'est très important parce que c'est une importation. Porque Lacan sitúa la cuestión del afecto en la langue escrita en una sola palabra. Parce que Là, Lacan situe... Là, je comprends. Ah d'accord. Moi, je comprends pas. D'accord, super. Haciendo este juego entre la langue en una sola palabra y la langue, porque dice que la langue tiene efectos de afecto. Entonces, la langue, para los que no saben, es la cuestión del alaré, la cuestión de la musicalidad en el hablar no de las mamás únicamente, sino de las personas que están atendiendo a ese bebé. Entonces, precisar que no se trata de la voz de la mamá, se trata de la langue, es hablar no es el ritmo, es el timbre. Dije ritmo, ¿verdad? Oui, je comprends. Es el timbre. Esa sería una precisión tuya. Alors, no es la voz, es el ritmo en la voz. Es el timbre de la voz de la mamá. oui, alors c'est ça, mais c'est aussi... Es eso, C'est-à-dire estamos que- diciendo, pero también il y a effectivement cette dimension d'adresse qui est soutenue par le timbre. esta idea de la dirección que se sostiene con el timbre. Ça, c'est évident. Mais Eso sí. il y a aussi, je veux dire, des mises en rythme spécifiques Pero también hay puestas en ritmos específicos qui sont effectivement le témoignage du rapport que j'ai à la langue en un seul mot. que testimonian la relación que yo pueda tener con la langue en una sola palabra. C'est-à-dire que si je te cite un exemple très précis, Si cito un ejemplo muy preciso, j'ai eu un patient qui était issu de la région sud-ouest de France tuve un paciente que venía de la región sud-oeste de Francia et qui avait été élevé par ses parents qui étaient donc d'origine catalane. y que había sido criado por sus padres de origen catalán. Et en Catalogne, il y a une danse qui s'appelle la sardane, Y en Cataluña hay una danza, un baile que se llama la sardaña, qui est une danse extrêmement populaire que tout le monde pratique que es un baile muy popular que todo el mundo baila, depuis l'enfance jusqu'à... desde niñitos hasta viejitos. Et ce patient en fait avait un débit d'énonciation extrêmement particulier. Y este paciente tenía un ritmo de enunciación muy particular, Voilà. Qui faisait effectivement que quand il prenait la parole, on avait l'impression que c'était un peu bizarre. entonces cuando tomaba la palabra con ese ritmo particular sonaba como extraño. Et en fait, il a fallu que nous comprenions Y tuvimos que entender que ce patient parlait sur un rythme de la sardane. que este paciente hablaba con el ritmo de la sardaña. C'est-à-dire que, je veux dire, rythmiquement, c'était ça qu'on retrouvait régulièrement dans son En énonciation. forma de ritmicidad en su enunciación aparecía el ritmo de la sardaña, ese baile. Et ça, je crois que c'est aussi une des manifestations de la langue au sens où Lacan en parle. Y eso también sería pensado como una manifestación de la langue, como lo propone Lacan. C'est-à-dire que la langue, dans une des définitions qu'on donne Lacan, c'est La langue, en una sola palabra, como lo define Lacan, sería la somme de toutes les équivoques possibles. es la suma de todos los equívocos posibles. Ça, c'est une chose. Je crois aussi que la langue, c'est la façon que le langage También pienso que la langue, en una sola palabra, es la manera en que el lenguaje nous a affectés corporellement nos ha afectado corporalmente jusque dans cette diction qui peut ensuite en rejaillir. hasta en esa dicción donde de pronto puede emerger. Donc effectivement, parce que on peut pas extraire le timbre de la voix. No se puede extraer el timbre, aislarlo de la voz. C'est bien pour ça que tout à l'heure je parlais du petit vers sur la main. Por eso tomaba el ejemplo
del anzuelo y del gusano. Voilà. C'est-à-dire que les deux sont intimement Los dos están íntimamente engarzados, articulados. et c'est bien pour ça qu'il faut avoir cette position très particulière qu'est la position de l'autiste pour essayer de les désarticuler. Por eso la posición autista nos permite entender bien cómo se puede desarticular. Mais la plupart du temps, la voix soutient l'acte de parole. Pero la mayoría de las veces la voz sostiene el acto de palabra. Donc on va être à la fois affecté par ce timbre qui s'adresse à Nos nous, vamos a ver afectados por el timbre que se dirige hacia nosotros. mais qu'en même temps, je veux dire, ce timbre est aussi le support de la parole et de la façon dont cette parole est articulée. Pero al mismo tiempo este timbre es el soporte de la palabra y cómo se usa esa palabra. C'est-à-dire que je crois que ça serait une erreur Yo pienso que sería un error de croire qu'on peut isoler artificiellement cette dimension de du timbre. creer que se puede aislar artificialmente esa dimensión del timbre. Et quand il y a effectivement cette isolation, Cuando se hace ese aislamiento, c'est quelque chose qui relève de la psychopathologie. digamos, tendrá que ver con algo psicopatológico. La preuve en est, c'est le travail que mène Marie-Christine Lasnik avec les enfants autistes. Je ne sais pas si vous connaissez le No travail sé si conocen el trabajo de Marie-Christine Lasnik con los niños autistas, qui est une collègue française que es una colega francesa qui travaille depuis de très nombreuses années que trabaja desde hace muchísimo tiempo avec les enfants autistes. con niños autistas. Et elle, son hypothèse clinique, Y para ella, su hipótesis clínica, c'est que lorsqu'elle s'adresse au bébé autiste, cuando se dirige al bebé autista, elle accentue de manière extrêmement forte la prosodie. acentúa de manera muy fuerte la prosodia. C'est-à-dire que vous savez que quand on s'adresse à un bébé, on utilise ce qu'on appelle en français le mamané. En francés, cuando uno se dirige a un bebé, uno utiliza esta como jerigonza que se llama mamameo en francés. Voilà. Et alors, et comment il va le petit, hein, avec une voix, voilà. Donc, avec une voix extrêmement aiguë Con una voz muy aguda et avec une accentuation des pics prosodiques. y con acentuaciones muy claras de los picos prosoicos. Voilà. Et en fait, l'hypothèse de Marie-Christine, Y la hipótesis de Marie-Christine c'est que en fait, c'est une façon de venir capter y para ella es una manera de llegar a captar l'attention de l'enfant autiste. la atención del niño autista. Donc là, en fait, il y a une fonction de séduction, Hay una pourrait-on dire. función de seducción, podríamos C'est-à-dire- decir. C'est-à-dire que cette adresse, qui la plupart du temps est refusée par l'enfant autiste, Esta dirección que generalmente es rechazada por el niño autista, c'est-à-dire que si on s'adresse directement à un enfant autiste, il va détourner le regard, es decir, que si uno habla normalmente a un niño autista, va a girar la mirada, ¿no? il va se retirer. Se va a retraer. Et ce que nous montre Marie-Christine par cet exemple, Y lo que nos muestra Marie-Christine con este ejemplo c'est que l'adresse, es que la dirección, le timbre donc, el timbre, entonces, peut être pacifié par l'enveloppe imaginaire de la puede prosodie. ser pacificado por la envoltura imaginaria, simbólica de la prosodia. C'est pour ça que la seducción de la persona. c'est la musique. Es la música. C'est la musique. Exacto. C'est-à-dire c'est pour Eso ça, es la música. c'est pour ça que nous aimons tant la Son musique. unas sirenas que vienen bajando, ¿no? C'est-à-dire que si, Por eso queremos tanto a la música. si nous aimons tant la musique, c'est que ça nous repose de la parole. Si nos gusta tanto la música es porque nos hace descansar de la palabra. La question. Alors la question c'est, je voudrais savoir pourquoi vous avez dit que vous avez dit qu'à partir de la voix de la mère, l'enfant s'aliène au langage, ce que ne fait pas l'autiste. Et vous avez dit, là on perd. De quelle autre forme podría tener el bébé, de quelle autre manière le bébé pourrait-il avoir accès au langage? Demande-t-il. Je suis pas sûr de comprendre la question, c'est ça le problème. Je crois que, en fait, il a
Ça serait revenir de façon peut-être plus synthétique sur le fait de l'aliénation au langage. Je pense que peut-être il n'a pas compris à partir de là. D'accord. Dire ce que implique, ce que ça veut dire, disons. Ouais. Il n'y a pas d'autres, il y en a d'autres, le sujet autiste, mais un Oui. sujet... Ouais, c'est-à-dire que cette question de l'aliénation au langage, je me suis intéressé. Esta pregunta por la alienación al lenguaje Je me suis intéressé à partir justement de cette clinique de l'autisme. me interesó a partir de la clínica del autismo. Puisque effectivement certains font ce choix, puisque je fais l'hypothèse qu'il s'agit d'un choix. Porque algunos, haciendo la hipótesis que es una elección, eligen, Voilà. Font le choix effectivement de ne pas s'aliéner au langage. Eligen no alienarse al lenguaje. Donc vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que par le négatif, A través del negativo, on peut essayer de comprendre ce qui se passe pour ceux qui acceptent de s'y aliéner. podemos entender entonces lo que pasa en los que sí aceptamos alienarnos al lenguaje. Alors, c'est ce que les théologiens du Moyen-Âge appelaient la via negationis. Es lo que los teólogos de la Edad Media llamaban la vía negacionista. C'est-à-dire comment on peut accéder à Dieu, non pas en disant Dieu est ça, mais Dieu n'est pas ça. Es decir, el acceso a Dios era pensado desde no lo que sí es Dios, sino lo que no es. Alors, justement, qu'est-ce que nous apprend le rapport de l'autiste à la voix et au langage? ¿Qué nos enseña la relación autista con el lenguaje y la palabra? La voix. La voix, pardon. La voz. Voilà. La voz y Voilà. el lenguaje. En fait, ce que refuse radicalement l'enfant autiste, Lo que rechaza radicalmente el niño autista c'est la dimension de la voix et ce qu'elle implique, l'adresse. es un rechazo a la dimensión de la voz y lo que implica en la dirección. Alors, tout acte de parole Todo acto de palabra implique une assignation. implica una asignación. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre s'adresse à moi, A partir del momento en que el otro se dirige hacia mí, apparaît la question, aparece la pregunta, il dit ça, mais pourquoi il dit ça? y dice eso, pero ¿por qué dice eso? Il dit ça, mais est-ce qu'il le pense vraiment? Dice eso, pero ¿realmente lo piensa? C'est-à-dire que cette dimension d'assignation de la parole, Esta dimensión de asignación de la palabra c'est quelque chose effectivement qui peut aller de quelque chose d'extrêmement léger es algo que puede ir desde algo muy ligero à quelque chose d'extrêmement violent. a algo muy violento. Je donne un exemple. Doy un ejemplo. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Des nouilles. ¿Qué quieres comer esta noche? Le digo pasta. Mange! Mange. Donc vous voyez, Y me obliga a comer, ¿no? voilà. Donc vous voyez, ça c'est Ah, deux. tu dis come. Come, Voilà, mange. come, Ya le estoy hablando el come. francés. C'est- Donc vous voyez, c'est ça l'assignation. Esa es la asignación. Mais chaque fois que je m'adresse à quelqu'un, Pero cada vez que me dirijo hacia alguien, je l'assigne le asigno à devoir prendre position. a tener que tomar posición. Alors ça peut être, je vous dis, de façon extrêmement douce, Puede ser muy ligero, como que quieres comer esta jusqu'à noche. quelque chose qui relève de l'ordre. Algo que y puede llevar a algo mucho más violento, como el orden. Voilà. Chez Una orden, la orden. l'enfant autiste, pardon, En el niño autista, toute adresse toda dirección est vécue comme une assignation insupportable. es vivido como una asignación insoportable. C'est-à-dire que ce poids réel du sujet, Es decir, que el peso real del sujeto, dont je parlais au début, del que les hablaba al principio, est insupportable Es- pour l'enfant autiste. insoportable para el niño autista. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que Eso es muy interesante porque dès 1947, desde 1947, Asperger, Asperger, donc, qui est un des premiers théoriciens que es uno de los primeros teóricos alrededor de sur la question de l'autisme, la pregunta del autismo, dit si on veut se faire entendre des enfants autistes, dice que si queremos hacernos escuchar de los niños autistas, il faut s'adresser à eux de façon désaffectée.
hay que dirigirse hacia ellos de manera desafectada, c'est-à-dire es decir, en allégeant le poids du sujet. aligerando el peso del sujeto. D'ailleurs, cliniquement, on le sait, De hecho, clínicamente lo sabemos, si on veut se faire entendre de l'enfant autiste, soit on va parler au mur, si queremos hacernos escuchar de un niño autista, podemos elegir hablar con la pared, c'est-à-dire pas directement, es mais decir, no directamente, sino desviado, soit effectivement lui parler de façon le moins affectée possible. o intentar hacerlo, hablarle de manera más desafectada posible. Donc c'est-à-dire là où le poids du sujet Vuelvo a la idea del peso del sujeto, serait allégé au maximum. intentar que el peso del sujeto se aligere más. Alors ça, je l'ai compris de façon tout à fait fortuite, Esto lo entendí yo de manera muy fortuita, parce que un jour j'ai été contacté par un organisme qui fait des petits robots porque un día me contactaron de un organismo que hace pequeños robots pour faire du travail avec les enfants autistes. para hacer trabajos con niños autistas. Alors c'était des petits robots qui étaient conçus par des psychologues cognitivistes. Entonces, eran robots concebidos por psicólogos cognitivos. Donc en fait, c'était des petits robots qui proposaient à l'enfant autiste de réaliser des petits exercices de multiplication. Eran robots que proponían al niño autista pequeños ejercicios de matemáticas. Voilà. Donc j'ai proposé à une de mes étudiantes de travailler sa thèse sur cette question-là. Propuse a una de mis estudiantes trabajar su tesis sobre este robot. Et ce qui est arrivé un jour et qui a été tout à fait intéressant, Y lo que ocurrió un día, y fue muy interesante, c'est que ce petit garçon autiste es que este pequeño autista refusait totalement toute interaction avec les membres de l'équipe et elle-même. es que este niño rechazaba sistemáticamente toda relación con ella, la estudiante, y los otros miembros del equipo. C'est-à-dire que si on essayait de s'adresser à lui, il pouvait tirer les cheveux. Es decir, que si uno intentaba dirigirse a él, podía tener reacciones como agarrar el pelo. Et ce qui avait aussi ce qui avait de caractéristique chez ce petit robot, c'est qu'on pouvait poser des questions par l'intermédiaire d'un clavier. Y también en este robot que proponían es que se podía hacer preguntas a través de un teclado. Et donc à ce moment-là, le petit robot produisait de façon auditive la question qu'on avait écrite Entonces, sur le clavier. A la medida en que uno escribía en el teclado, el robot producía las palabras de la pregunta escrita. Eh bien, ce qui se passe, c'est que on s'est aperçu que le petit garçon acceptait de répondre au robot. Entonces nos dimos cuenta que el niño aceptaba contestar al robot, là où il refusait de parler avec les humains. Rechazaba hablar con los humanos. Ça, c'est quand même extraordinaire. Esto es extraordinario. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'enfant autiste accepte l'interaction avec le robot là où il refuse avec... ¿Qué hace que el niño autista acepte la interacción con el robot y la rechace con los humanos? Eh bien, c'est parce que le timbre du robot Es porque el timbre est prévisible. Es previsible. C'est-à-dire que là où le timbre de la voix humaine est absolument imprévisible, Ahí donde el timbre de la voz humana es absolutamente imprevisible, le timbre du robot est toujours le même. el timbre del robot siempre es el Por eso el mismo. ventríloco no funciona. Siempre es el mismo. Pensez à votre GPS. Piensen en su GPS. Tournez à droite, tournez à gauche. C'est toujours la même Giren a façon. la izquierda, giren a la derecha. C'est-à-dire que c'est une voix, Es una voz, c'est une voix sans sujet. es una voz sin sujeto. C'est-à-dire une voix où le poids réel du sujet est complètement éliminé. Donde el peso real del sujeto se eliminó por completo. Et à partir de là, effectivement, on voit que l'enfant autiste est capable d'interagir avec ce type de voix. Entonces vemos como el niño autista es capaz de tener relación con este tipo de voz. Je réponds à votre question, rassurez-vous. C'est-à-dire que ça réduit à ce moment-là le langage à un code. Ahí sí reduce el lenguaje a un código.
Et l'enfant autiste accepte totalement le langage s'il est réduit au code. Y el niño autista acepta el lenguaje si se reduce a un código. Et c'est ce que nous montrent effectivement les travaux des psychologues cognitivistes Y es lo que nos muestra los trabajos de los psicólogos cognitivos. lorsqu'ils travaillent sur les icônes. Cuando trabajan sobre los iconos. C'est clair, je veux dire, ça marche très bien les icônes avec les enfants Es autistes. claro, funciona muy bien con los niños autistas. Pourquoi? Parce que l'icône, c'est la réduction du langage au code. Porque el icono es la reducción del lenguaje a un código. Et bien justement, ce que nous disait Lacan dans le séminaire 12, Lo que nos decía Lacan en el seminario 12 c'est que le langage n'est pas un code. es que el lenguaje no es un código. Con Voilà. eso empezamos la... Juste une petite chose. Donc, Ce avec ça, n'est il y a pas un quand même- choix vraiment. C'est Ah. pas un choix, non? Si. Il y a quelque chose de terrifique, perdón. No es una, una elección, No es una sí. elección. Debe haber algo ahí terrorífico que le impide hacerlo. Algo justamente del orden del real. Porque él no va a decir sí, escojo, no escojo. Es tomado, hay algo que no le permite. Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Él no está de acuerdo No, no, en no, esta no. idea de la elección, ¿no? D'accord. De que hay una elección de no aceptar la alienación al lenguaje en los casos de autismo. Je crois que si il n'y avait pas une dimension de choix, aussi étrange soit-il, parce- Yo pienso que si no existe esa dimensión de elección, por muy rara que parezca, puisque, je veux dire, on parle ici d'un choix inconscient, porque hablamos de una elección inconsciente, mais Freud parle bien de choix inconscient. pero Freud habla de elección inconsciente. Quand il parle du choix du symptôme, par exemple, Cuando habla de la elección del síntoma, por je veux dire, ejemplo, si on ne fait pas l'hypothèse qu'il y a un choix, on ne voit pas comment on pourrait revenir sur ce choix. si no hacemos la hipótesis de la elección inconsciente, no veo cómo podríamos trabajar en, no sé si cambiar, regresar sobre esa elección. Or, la clinique de l'autisme montre qu'effectivement, Y sabemos desde la clínica del autismo qu'on peut revenir que podemos regresar sobre et esa faire elección effectivement utiliser une autre voie y buscar otra vía pour pouvoir effectivement traiter cette horreur du rapport. para poder tratar este horror, este terror que mencionas. Mais donc moi je fais vraiment l'hypothèse qu'il s'agit d'un choix. D'un choix, Yo sí parto de la hipótesis de que sí hay una elección mais inconsciente. pas d'un choix conscient bien sûr, mais d'un choix inconscient au sens où Freud parle du choix inconscient. En el sentido en que Freud habla de la elección inconsciente. Mais dans ce cas-là, enfin non, mais c'est pas un choix au niveau conscient bien sûr, mais Freud parle de choix inconscient et je pense qu'on peut soutenir cette idée d'un choix inconscient. Uno no elige un síntoma, uno es tomado por un síntoma. El síntoma Pas se seulement. elige. Il y a effectivement, moi je pense qu'il y a aussi quand même une sensibilité Yo pienso que también hay una sensibilidad. et que, je veux dire, le symptôme ne fait pas que nous tomber dessus. El síntoma no solo nos cae encima, Nous faisons aussi l'élection también hacemos la elección. et, je veux dire, enfin, moi mon analyse m'a montré que, je veux dire, A mí, por ejemplo, mi propio análisis me ha mostrado que les nombreux symptômes qui étaient les miens que los numerosos síntomas que eran los míos n'étaient pas effectivement tombés par hasard. no habían caído Voilà. sobre mí por Mais- azar. et qu'il y avait un engagement de ma part Que había un Compromiso. gracias, un compromiso de mi parte et je dirais même de choix y diría incluso de elección. et de choix inconscient au sens où Y Freud de en parle. elección inconsciente en el sentido que Freud lo habla. Tenemos que cerrar. Vamos. Hay una- Muy Alors, bien. nada más cerramos. Bueno, no están aquí, ustedes sí están aquí, pueden comprar el libro Pero, es aquí. ¿qué dijiste? ¿Cerramos Je vais répondre o a votre cerramos? question. Cerramos y cerramos. Y los que están allá, Bueno, pues pues, te digo, lo ¿eh? pueden comprar en la Gandhi, en el Péndulo de Polanco, en el Sótano y por Amazon en la librería de la editorial Herder. Et ben, merci beaucoup. Merci à vous, c'était très agréable et j'ai surfé sur votre traduction. Muchas gracias a todos, nos despedimos. Merci, au revoir.